L'homme est la seule espèce à raconter son monde en mots et en images. Qu'est-ce que l'être humain? L'homme, la femme. Un sujet tellement vaste, surprenant, se renouvelant sans cesse, qu'on a créé un musée-laboratoire pour tenter d'y répondre. Pour analyser, déchiffrer, saisir l'espèce humaine, on l'a longtemps appréhendé comme on étudie les autres espèces. Peut-on aujourd'hui le regarder autrement? La singularité de l'homme se conçoit dans toute sa complexité. Des scientifiques et des personnalités de tout horizon qui ont participé à la conception du nouveau musée de l'homme s'interrogent sur la place qu'il occupe dans le vivant, à la découverte de l'un des grands mystères qui s'offrent à l'homme, lui-même. A-B-C-D-E, l'homme. A comme Afrique. Alors moi, je suis d'abord très fier de commencer l'alphabet. Et l'Afrique, tout de même, a un rôle fantastique, un rôle à la fois fécond et généreux, puisque c'est l'Afrique qui est à l'origine des hominidés il y a 10 millions d'années. Hominidés, ce sont les premiers qui, de 4 pattes, se mettent sur 2 pattes. Hein. Et puis, l'Afrique est aussi à l'origine de l'homme. Et l'homme, c'est 3 millions d'années. Cette Afrique tropicale, toujours. Et l'homme, c'est la naissance de l'esprit, le niveau supérieur de la réflexion, et puis le développement de l'humanité tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis l'Afrique, c'est aussi l'origine de l'homme moderne, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'origines. L'origine de la première pierre taillée, le premier bonhomme qui a osé prendre un caillou et puis en prendre un autre, et puis taper sur le premier avec l'autre pour sortir une troisième forme. Donc l'Afrique, c'est beaucoup de choses, et en même temps, c'est beaucoup d'humour, ce qui est une distance avec la réalité, et aussi beaucoup de dignité. A comme alimentation. Pour commencer, il faut des escargots qui ont jeûné pendant 21 jours. Ces escargots, il faut ensuite les laver avec du vinaigre et du sel. Répéter l'opération plusieurs fois pour rendre la bave. L'alimentation, c'est un phénomène qui est biologique dans la mesure où chaque être humain a besoin de nutriments pour sa physiologie, pour vivre. Ensuite, nous préparons des oignons hachés. Mais en même temps, les choix alimentaires qu'on fait, ils sont culturels. Toutes les sociétés humaines ne mangent pas la même chose les unes que les autres. Il y a des très grandes différences dans les régimes alimentaires. Actuellement, on a des sociétés qui mangent à peu près de tout, c'est-à-dire des féculents d'origine végétale, qui mangent des aliments animaux, de la viande, du poisson, des œufs. Les Inuits du Grand Nord, jusqu'à il y a relativement peu de temps, ne se nourrissaient que de produits animaux, de viande et de graisse. À l'inverse, on a des sociétés comme en Inde, qui sont presque entièrement végétariennes. Nous, les Français, on va manger des escargots ou des huîtres fraîches qui sont considérées comme absolument vomitives pour d'autres sociétés. Dans certaines régions du monde, on mange énormément d'insectes, qui est quelque chose qui est absolument impensable pour un Français. Donc, à l'intérieur même du spectre alimentaire, il y a des choix qui sont faits, qui n'ont aucune base physiologique. Ensuite, nous portons à ébullition, nous salons nos poivrons. Donc, on a vraiment une part biologique et une part culturelle. Et c'est en ça que le phénomène alimentaire est très important pour l'étude d'une société et pour le travail de l'ethnologue. Voici le plat final et on vous souhaite un bon appétit.
B. Alors la bipédie, c'est un problème assez intéressant parce que vous allez lire ici et là que la bipédie n'est pas un bon caractère pour définir l'homme. Et je pense en fait que si, c'est un excellent caractère. B, comme bipédie. Tous les primates, tous les singes sont bipèdes, peuvent marcher sur deux pattes. Mais le seul animal capable de le faire pendant longtemps, sur de longues distances, en restant efficace au niveau respiratoire, c'est l'homme. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette bipédie qu'on va voir évoluer au cours du temps, bien sûr, elle n'est pas complètement humaine dès le départ. Mais quand on regarde aujourd'hui des squelettes de singes ou d'hommes, il y a quand même sa marque particulière qui est le port de la tête, sa colonne vertébrale en S, ses fémurs qui vont être légèrement renforcés, obliques vers l'intérieur, ce bassin évasé et une voûte plantaire au pied. Cette bipédie humaine aujourd'hui nous donne toute une série de caractères musculo-squelettiques. C, comme cerveau. S'il fallait définir l'être humain, ça serait son cerveau, bien sûr, puisque c'est le plus gros cerveau par rapport au poids du corps qui est connu dans l'évolution. Et surtout, c'est un organe qui a connu une croissance extraordinaire en peu de temps. Les australopithèques, qui sont quand même nos ancêtres, partent à peu près avec un cerveau équipé comme celui d'un chimpanzé, 400 grammes, et 3 millions d'années après, on se retrouve avec 1400 grammes. Et en ce sens, c'est amusant, moi j'y pense souvent, de songer à l'homme qui a tout ce corps pour supporter ce crâne, et toute une partie du crâne pour supporter juste la partie qui réfléchit. Si vous prenez une espèce qui est considérée comme intelligente, comme le dauphin par exemple, qui a un cerveau assez complexe, mais il n'a pas de main. Donc son cerveau ne lui sert pas à grand-chose parce que justement, il ne peut pas fabriquer des prothèses. Il pourrait fabriquer des choses s'il avait justement l'anatomie pour ça. Et nous, on a eu cette anatomie, on a libéré notre main, et ce dialogue entre la main et le cerveau, c'est ça qui a fait l'évolution humaine. D, comme découverte. On m'appelle professeur, mais c'est une manière de parler. Oh, je comprends. Vous faites des découvertes. Oui, madame. C'est vous qui avez découvert la pyramide. Non, madame. La sphinx. Non, madame. L'obélisque. Non, madame, je n'ai découvert ni les pyramides, ni le sphinx, ni l'obélisque. Oh. Mais alors, qu'est-ce que vous découvrez? Moi, madame, je me découvre et je vous salue. Oh. Oh, cette vilaine petite Française. D, comme démographie. La population mondiale compte près de 7,5 milliards d'habitants. Elle n'en comptait que 1 milliard en 1800. Elle devrait continuer d'augmenter pour atteindre probablement 9 à 10 milliards d'habitants en 2050. Il est à peu près sûr que la population va continuer à augmenter de quelques milliards. Il est très peu probable que l'on sera des dizaines, voire des centaines de milliards dans les prochains siècles. La raison, c'est que partout sur la planète, les couples ont de moins en moins d'enfants. Autrefois, les couples misaient sur la quantité. Ils avaient beaucoup d'enfants sans contrôler leur nombre. Et ils comptaient sur la chance pour qu'il en reste un ou deux en vie. Aujourd'hui, on mise sur la qualité.
on a peu d'enfants, on investit sur chacun d'eux de façon à ce qu'il ait une vie meilleure que la vie des parents. Eux, comme enfants. Je vais répondre en anthropologue. Hein. Ça a l'air simple, un homme et une femme font l'amour, et puis ça fait des enfants. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on voit que le système de parenté, s'il est patrilinéaire, s'il est matrilinéaire, etc., ça influence la manière dont il se représente l'enfant. Si tu étudies la parenté, tu ne peux pas oublier que les familles, ça fait des enfants. Donc, tu dois toujours poser la question, comment vous représentez la conception d'un enfant, hein? Alors, on n'est pas dans la science biologique, on est dans des représentations culturelles. Donc, on voit bien qu'un enfant, c'est la conjonction de plusieurs choses. Et on peut tout de suite déjà annoncer que la mort, c'est la disjonction de ce qui a été conjoint. Comme évolution. Quand nous étions à l'école, on nous a appris que l'évolution par sélection naturelle allait expliquer le changement des espèces. Or, la sélection naturelle explique d'abord pourquoi les individus d'une espèce se ressemblent avant de changer. Pourquoi elles se ressemblent malgré la variation, en fait. Les chats sont tous différents. Il y a des chats rayés, il y a des chats noirs, des chats blancs, des grands, des petits. Toute cette variation, en fait, ça ne se produit pas nécessairement aux besoins de celui qui l'a subi. La sélection naturelle, c'est précisément l'environnement qui va trier les variations qui sont héritables, celles des variations momentanément avantagées pour la reproduction, celles qui avantagent les porteurs pour la reproduction, vont avoir tendance à se répandre dans les populations, d'où une régularité qui fait que les chats ressemblent aux chats, les chiens ressemblent aux chiens et les humains ressemblent aux humains, en gros. Hein. Donc c'est l'origine des espèces. Hein. Le titre du livre de Darwin, c'est l'origine des espèces. C'est pourquoi la variation, c'est-à-dire la diversité, c'est une espèce d'assurance-vie en termes d'évolution des espèces pour demain. Tout horticulteur et tout éleveur sait ça. Il faut une diversité génétique dans une espèce pour garantir sa résistance future, quels que soient les aléas de l'environnement qui vont arriver. Comme écriture. F comme femme. Je trouve que c'est la meilleure lettre, en fait, parce qu'on parle toujours de l'homme. Hein. Dans toutes les langues, c'est homme, c'est man. Et on oublie la femme. Je crois que c'est une espèce très particulière, l'humain, qui, en fait, ne traite pas l'autre genre comme il devrait le traiter. On aurait aimé que ça soit pas le musée de l'homme, mais le musée de l'être humain. Et en fait, on s'est dit que, bon, là, on tombait vraiment dans le politiquement correct et que finalement, l'homme avec un grand H, ça définissait aussi l'humain et que c'était quand même un endroit qui était chargé d'histoire et qui avait un nom et finalement, il ne fallait pas en avoir honte, mais plutôt expliquer que nous, l'homme avec un grand H, ça inclut bien sûr les femmes. F comme feu.
Le feu, c'est une grosse question pour nous préhistoriens parce qu'on en retrouve des traces à des époques très anciennes. Et c'est extrêmement difficile de prouver que les feux dans les sites archéologiques sont faits par l'homme, entretenus par l'homme, par rapport à des causes qui seraient naturelles et des incendies naturels. La domestication du feu, puisque c'est la maîtrise du feu, mais aussi la maîtrise du feu dans le lieu d'occupation, les habitats si on veut, cette maîtrise et cette domestication du feu a permis à l'homme de conquérir des territoires froids et de manière relativement continue. F comme fini. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde aujourd'hui que l'on vit. Puisque l'humain s'est abrogé une position sociale particulière par rapport aux animaux, par rapport à la nature. Et je pense que l'idée délétère d'imaginer qu'on a été créé à un moment pour cela, pour dominer la nature ou la maîtriser, est catastrophique. Aujourd'hui, la nature, elle s'en va, la biodiversité s'en va, la partie vivante, elle s'en va parce qu'en fait, on détruit, on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout, et le climat qui change, dans lequel l'humain a bien sa part, détruise ou abîme cette diversité biologique. G comme guerre. Mais aussi G comme genre. Les hommes, les femmes, les filles, les garçons. Les catégories, ça tombe pas du ciel. Les catégories, ça a une finalité, ça a toujours une finalité sociale. On peut dire que ça canalise la sexualité vers le coït vagino-pénien. Ça inocule le désir de procréation dans tous les cerveaux et ça fait de l'engendrement finalement le but de l'existence humaine. On sait que sur Terre, on est plus de 7 milliards actuellement. On connaît les prévisions à court et à long terme. Soit on amorce une décroissance démographique radicale mondiale, soit on laisse les guerres, les famines et les épidémies faire leur œuvre. Le problème, c'est que la décroissance démographique est un tabou. Et ce tabou a à voir avec le dispositif de genre. Dans les sociétés occidentales, les gens pensent, un, que le désir de procréer est naturel, et deux, que ce désir de procréer sert la survie de l'espèce. Ces deux idées sont catastrophiquement fausses. D'une part parce que il n'y a pas de désir de procréer dans la nature. Donc comment on peut le qualifier de naturel? Et d'autre part, l'idée de devoir procréer
d'avoir le devoir de procréer ne m'aide pas à la survie de l'espèce, mais à son contraire, à l'extinction de l'espèce. H comme homo. Le genre Homo n'est pas du tout une lignée évolutive avec les espèces qui se succèdent sagement en s'éteignant les unes derrière les autres. C'est au contraire un buisson évolutif qui est très large, très vaste, avec des espèces qui sont différentes selon les espaces géographiques concernés et qui peuvent être contemporaines. Par exemple, si on prend un moment T, 100 000 ans, 120 000 ans, on va avoir des Homo erectus en Asie insulaire, donc sur l'île de Java. On va avoir des Néandertaliens en Europe et on va avoir des Homo sapiens en Afrique et également au Proche-Orient. On ne sait pas si on peut relier évidemment les espèces les unes aux autres. Donc il faut continuer les fouilles. I comme image. L'image, on vit dans une société d'image, dans une civilisation de l'image, à tel point qu'on ne regarde plus que cela, ou pratiquement. Elle s'impose à nous dans tous les moments de la vie. Eh bien, c'est pourtant un phénomène, l'image, très récent. À l'échelle de la préhistoire, c'est la dernière grande invention des hommes récents de la préhistoire. Quand je dis récents, c'est une centaine de milliers d'années, et même encore moins quand il s'agit des peintres de Lascaux, de Chauvet ou d'ailleurs. C'est donc quelque chose qui s'est imposé à l'homme, ou que l'homme a imposé à sa nature tout récemment. C'est-à-dire que les images sont toutes, chacune d'entre elles, chargées du sens qu'on veut leur donner ou qu'on leur donne au moment où on les crée. Une image, c'est une chose vivante d'échange entre des individus au sein d'une société. Je pense que nous serons tous d'accord pour voir des lapins. Un à gauche et un à droite. Ah, moi, je ne vois pas du tout de lapin, mais je vois plutôt un papillon. L'image est le reflet de ce qui se passe soudain à l'échelle évolutive, dans les individus, au plus profond des individus. Alors il y a bien des mondes sans image, d'hommes sans image, mais d'hommes qui n'existent plus. L'homme avec image, c'est le sapiens, ben il vit encore. J comme je. Ce qui définit le moi, le je, pour moi, c'est ce qui fait la spécificité d'un individu. C'est-à-dire le je, c'est vraiment en quoi moi, en tant qu'individu, je suis celui-là et pas un autre. Donc déjà, dès la naissance, on est tous différents parce qu'on est tous porteurs d'un patrimoine génétique différent. On a pu montrer dernièrement que même les jumeaux qu'on pensait identiques génétiquement sont tous un tout petit peu différents. Aux États-Unis, cette semaine, un congrès international a réuni à Columbus plus de 4000 de ces copies conformes, venus, comme tout bon congressiste jumeau, discuter de ces 1001 petits riens qui font l'agrément et la complexité de la vie des jumeaux. Mais maintenant, ce qui constitue l'individu, ce n'est pas seulement ses aspects génétiques, c'est aussi dans quel univers et dans quelle culture il va grandir, où il va être élevé, et un peu tout ce qu'il va attraper d'immatériel, d'insaisissable dans son environnement social. K comme kaléidoscope. Képi. Kangourou. Kiwi. Koala. Et pourquoi pas karting. L. Comme langage.
Ce que l'on peut supposer, c'est que la complexité de notre langage est arrivée dès le début de notre espèce, c'est-à-dire il y a à peu près 100 000 ans, quelque chose comme ça. Et il y a 100 000 ans, ce que se disaient les premiers humains, on n'a aucun moyen de le retrouver. Hein. Donc on ne peut pas avoir de preuves directes de la manière dont ça s'est passé. En revanche, il y a deux fonctions pendant lesquelles on a besoin de toute la complexité du langage, et ces deux fonctions-là, on ne les retrouve pas dans les systèmes de communication animaux. Alors c'est quoi ces deux fonctions? Eh bien, c'est la fonction argumentative, d'une part, et la fonction narrative, d'autre part. C'est surtout du côté de la fonction narrative qu'il faut aller chercher, à mon avis. C'est quoi la fonction narrative? C'est la capacité du langage à mettre en scène des événements, des personnages, soit du passé, soit complètement imaginaires, et que l'on arrive, grâce à la langue, on arrive à faire dérouler leur existence, la temporalité des événements, etc. On arrive à les faire dérouler devant soi, comme s'ils étaient présents, comme au cinéma. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de raconter des histoires? Une chose est sûre, c'est que toutes les sociétés humaines racontent des histoires. Et de tout temps et toujours. Et même, on peut dire que la base même de la régulation sociale, c'est la base des règles sociales, des interdits, etc., est fondée sur des histoires. Donc on peut se demander si, effectivement, ce qui a été à l'origine de la complexification du langage, ça n'a pas été le besoin de raconter ces histoires fondamentales qui ont permis aux sociétés humaines de fonctionner de manière culturelle. Maintenant, si mon histoire est vraie, hein, si ce n'est qu'une hypothèse, ne l'oublions pas, mais si cette hypothèse est vraie, cela voudrait dire que depuis le début, la naissance du langage a été motivée par le fait que les humains ont eu besoin de se raconter des mythes d'origine. Et donc, ainsi, le langage est né de la nécessité de raconter comment le langage est né. Et vous voyez que ça fait une espèce de cercle que l'on a encore aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui, je vous raconte un mythe d'origine. M comme musique. La musique, comme la langue, est une constante dans toutes les cultures humaines, c'est-à-dire il n'existe aucune culture, aucune population, aucune société qui n'ait pas de musique. Maintenant, la notion de musique diffère d'une culture à une autre. Mais la musique comme son, sonorité, culturellement signifiant, existe dans toutes les cultures et elles sont également liées au rapport avec le surnaturel. Elles donnent accès à la religion, elles donnent accès aux structures sociales, puisque les fêtes religieuses ou sociales sont toujours accompagnées de musique, pas seulement les fêtes, mais aussi les événements comme le deuil, la mort, la naissance, l'initiation, etc. M comme mort. On dit la mort, c'est l'opposé de la vie. C'est faux. C'est totalement faux. La mort, dans toutes les sociétés s'opposent à la naissance. Et pas à... Pourquoi? Parce que la mort, c'est le début d'une deuxième vie. Il faut être sérieux, quoi. Toutes les sociétés pensent qu'à la mort, quelque chose reste vivant, quitte le cadavre, dont il faut se débarrasser d'ailleurs, et va au séjour des morts. OK? The Mummy, the living dead, bringing terror and death across 4,000 years. Ou bien M comme momie. Les momies, ça représente assez bien la mort parce que ça évoque plus le cadavre, évidemment, qu'un squelette sec. Alors, il y a deux sortes de momies. Celles qui sont dites naturelles, c'est-à-dire un corps desséché,
Mais on entend plus souvent par momie un processus volontaire où le corps a été travaillé et notamment on a enlevé tout ce qui pouvait pourrir facilement, comme les intestins et un certain nombre d'organes. Et donc, avec le reste, on fabrique une image du corps qui est relativement réaliste. Et dans certaines religions, comme la religion égyptienne, c'est important pour l'au-delà parce que le corps doit être le mieux préservé possible. He was a high priest of the great god Karnak. He was condemned to guard forever and protect her from intruders. Voilà, donc le séjour des morts, on n'y a jamais été. On ne revient pas de chez les morts, etc., etc. Et dans toutes les sociétés, tu as les mauvais morts. Ceux qui viennent t'emmerder après, qui viennent te hanter, forme de fantômes, parce qu'on ne les a pas respectés, parce qu'on n'a pas bien fait l'enterrement, ou bien parce qu'on n'a pas réglé les comptes avec le mort, donc il vient vous hanter. Donc dans toutes les sociétés, tu as des bons morts et des mauvais morts. M comme magie. N comme nature. Les ethnologues, pour eux, c'est un terme qu'ils n'aiment pas. Ils essayent de l'éviter parce qu'ils considèrent que, si je dois caricaturer, la nature n'existe pas. Elle est manipulée par l'homme. Certains ethnologues pensent même que l'homme crée la nature parce qu'il sait faire des animaux domestiques ou des plantes cultivées. Donc ils disent que finalement, s'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de nature. Les biologistes, évidemment, ils pensent exactement l'inverse. Même si le mot nature en lui-même, il est passé un peu d'usage et qu'on a un peu tendance à parler de biodiversité. La biodiversité, c'est la part vivante de la nature, on pourrait dire. Et la nature, évidemment, elle existe avant l'espèce humaine. Donc on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté la nature et de l'autre côté de la culture, qui est une formulation qu'on trouve dans les milieux d'anthropologie. L'homme est un animal biologique et culturel. O comme outil. Le mot outil, c'est en principe l'apanage de l'homme. C'est ça qui fait la différence entre homme, homo, et puis ceux qui ont précédé, les grands singes. C'est vraiment ce qui est produit intentionnellement pour aider la main, oui, la main, je pense, à faire une action quelconque. Après se pose la question d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que les outils par rapport aux cultures humaines? On sait que d'autres espèces comme les grands primates ont fabriqué aussi des outils. En tout cas, ce qu'on retient pour l'instant, c'est 2,6 millions d'années en Afrique pour les premiers galets aménagés, les premiers éclats produits en série, les premières traces de standardisation d'un outillage dans l'histoire de l'humanité. P comme parenté. Parenté, on peut dire que c'est l'étude des liens entre les individus, entre les hommes et les femmes de la Terre. Supposons qu'il y ait 10 000 sociétés différentes. Il y a 10 000 systèmes de parenté. OK? Mais quand tu étudies les systèmes de parenté, tu t'aperçois que ces 10 000, c'est des variétés de 7 grands types de parenté. Et donc, par exemple, notre système,
Dans sa structure, on le retrouve chez les Inuits. Il se retrouve chez les Garias de Nouvelle-Guinée. Il se retrouve dans une partie de l'Indonésie. Il n'y a jamais eu de contact. Il n'y a jamais eu de contact entre nous et puis les Inuits, les Esquimaux. Donc, ça veut dire que le même système de parenté peut apparaître plusieurs fois dans l'histoire à des endroits différents. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Parenté, c'est un mot qui peut avoir un sens biologique. Et donc, pour comprendre en fait qu'on partage tous des ancêtres, il faut comprendre qu'on a tous 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents. En fait, notre nombre d'ancêtres il double à chaque génération et il atteint vite des valeurs astronomiques. Par exemple, au XVe siècle, on a déjà des millions d'ancêtres. Donc, si j'ai des millions d'ancêtres et que vous avez vous aussi des millions d'ancêtres, il y a forcément un moment où certains de mes ancêtres vont être aussi vos ancêtres et vont être les ancêtres de toute l'humanité. Et on va même arriver à un moment où tous les hommes et les femmes qui vivaient sur la Terre il y a environ 6000 ans sont des ancêtres universels de toute l'humanité. C'est-à-dire que les gens qui vivaient il y a 6000 ans sur la Terre, soit ils ont laissé une descendance, et ils sont descendants de l'ensemble de l'humanité d'aujourd'hui, soit ils ne sont ancêtres de personne. Donc on descend tous d'ancêtres qui sont en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Et donc on peut dire qu'on est tous cousins. Si on calcule, ça fait à peu près tous cousins au 120e degré. Et comme partage. Dans la tradition philosophique, les traditions philosophiques occidentales, l'homme se voit par rapport à la nature en termes de différence, en termes de scission. L'animal n'est jamais défini, l'homme se surdéfinit par rapport à l'animal sur des critères qu'il a et que l'animal n'a pas. On est sur une notion de coupure. Or, en science, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que nous allons penser la position de l'homme par rapport au vivant qui l'entoure en termes de partage, justement. Nous partageons avec les singes ce frontal au milieu, ici, fusionné. En fait, il y a normalement chez d'autres espèces un frontal droit, un frontal gauche. Ben là, ce frontal est fusionné en un seul frontal, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur ce crâne humain ici à l'avant. On a un seul os frontal, les 2 frontaux sont fusionnés. Ben ça, c'est l'un des critères que nous partageons avec les singes. Mais par conséquence, par convention de langage, nous sommes des singes. Nous partageons avec un chat, par exemple, le pavillon aux oreilles et puis les poils. Bon. Et puis, nous avons aussi cette colonne vertébrale dans le dos, ici, cette colonne vertébrale. Eh bien, nous la partageons avec une truite. Et cette colonne vertébrale, elle apparaît il y a 500 millions d'années. Nous partageons le fait d'avoir plusieurs cellules, et ça, nous le partageons avec un ver de terre ou un escargot. Donc, en fait, le partage par 2 espèces de traits, de caractère, alors que ces espèces ne se croisent pas entre elles aujourd'hui, eh bien, ce partage implique l'ancêtre commun, lequel d'ailleurs implique la transformation généalogique au cours du temps. Q comme question. L'espèce humaine est-elle immortelle? 32 dents depuis quand? Inné ou acquis? Quand est-ce que l'image est-il un critère pour définir l'homme? Depuis quand l'homme et comment les langues sont-elles apparues? L'homme a-t-il toujours fait encore de la nature? Sommes-nous tous violents? Qui d'autre fabrique des seuls à enterrer nos morts? Quelle est l'origine du genre? Sommes-nous réellement les seuls à raconter notre monde en mots? Comment l'homme façonne la nature? Qu'est-ce qu'une tribu? L'homme a-t-il quels sont les premiers instruments de musique? Et quand est-ce que l'art a fait son apparition? Pourquoi y a-t-il différentes couleurs de peau? Sommes-nous tous différents? We want freedom. We are going to get it.
R comme race. Depuis quand même des siècles, on a expliqué qu'il y aurait plusieurs races. Une race supérieure qui serait la race blanche, une race inférieure qui serait la race de couleur noire. Et malheureusement, cette hiérarchie est encore dans notre culture. C'est-à-dire que c'est une nouveauté de penser l'égalité selon la couleur de la peau. C'est-à-dire que dans les années 90, c'est la fin de l'apartheid. La ségrégation aux États-Unis, c'est les années 60. La colonisation se termine dans les années 60, voire dans les années 70, par exemple, en Angola. Et toutes ces idéologies politiques sont basées justement sur cette croyance qu'il y aurait une race supérieure à d'autres. Don't you understand? You can't go lynching me. I'm a white man. Et ce qui est très intéressant avec cette notion de race, c'est avant tout une division en catégories. Et à partir du moment où vous divisez les gens en catégories, vous créez une certaine hiérarchie. Et ce qu'il y a de sûr, en tous les cas, c'est que les données génétiques n'ont jamais montré une hiérarchie entre les groupes humains. Elles n'ont jamais démontré qu'il y avait un groupe qui était supérieur ou inférieur à un autre. Et aussi, la génétique a clairement démontré que très peu de notre comportement est déterminé génétiquement. Donc on ne peut pas faire un lien entre « t'appartiens à telle race, donc tu es comme ci, donc tu es comme ça ». S comme singe. Les singes, les primates sont un peu l'image de nos origines, même si les chimpanzés sont nos contemporains. On peut apprendre à partir d'eux des choses sur l'origine de l'homme. Par exemple, on peut essayer de comprendre l'origine de la médecine ou encore ce qui nous rapproche en termes de coopération ou de compétition. Dans la définition de l'homme, à l'origine, on avait certains aspects qui se rapportaient par exemple aux outils ou à la culture. Ça fait maintenant une cinquantaine d'années qu'on a découvert que les chimpanzés étaient capables d'utiliser des outils, qu'ils avaient des traditions, et donc les primates et les grands singes en particulier nous permettent de redéfinir un peu notre espèce, notre propre espèce. Les frontières peu à peu s'estompent entre l'homme et le monde animal. Et les grands singes sont là pour nous apporter ces preuves par l'observation de leur comportement au milieu naturel. T comme temps. Le temps est une question embarrassante. Un physicien habile parvient à vous démontrer que le temps n'existe pas, ce qui est très embêtant pour les paléontologues qui ne travaillent qu'avec le temps. Et il se trouve qu'on mesure l'émergence, non pas de l'univers, mais l'émergence de sa perception, et on la mesure à 14 milliards d'années, et à partir de 14 milliards d'années, on perçoit une matière qui se transforme dans le sens de l'organisation et dans le sens de la complication. Elle est de mieux en mieux organisée, de plus en plus compliquée, dans le sens du temps. Et on peut raconter ainsi les 14 derniers milliards d'années de l'histoire de la matière. T comme territoire.
l'homme avait besoin d'outils et notamment les sources de matières premières sont un élément extrêmement précieux pour définir la dimension du territoire. Si je trouve des restes de subsistance dans un lieu où il n'y a pas de pierre et que je peux localiser l'origine de la matière première des outils lithiques, j'ai à ce niveau-là un élément extrêmement précieux pour identifier la dimension du territoire de l'homme. Et c'est en identifiant ces territoires, en traçant, même si ce n'est pas physiquement, la limite, que l'homme a appris progressivement à comprendre les processus de la nature. Et ça, c'est l'aube de la domestication de la nature. U comme urbain. L'urbanité, c'est une foule de hasards qu'on croise dans les rues, qu'on n'a pas profondément provoqué, pas toujours agréable d'ailleurs, mais qui fait que la société, elle est poussée à son paroxysme. J'aurais tendance à dire que la ville, c'est le propre de l'homme. C'est-à-dire que c'est même le propre de l'humanité, au sens de l'urbanité, justement. Parce que ce qui tisse l'humanité, ce qui fabrique l'humanité, c'est le maximum d'interaction entre des humains. Et une ville, c'est le maximum de diversité, le maximum de densité, donc le maximum d'interaction entre des hommes, des individus, des groupes. Plus une société est sociale, plus l'humain est humain, plus il y a connexion. L'homme est aujourd'hui d'autant plus urbain que les connexions se font d'autant plus facilement. Alors évidemment, elles sont très inégales, tout le monde n'est pas connecté de la même manière, mais effectivement, on pourrait dire que le monde, avec un grand thème, ce que produit la mondialisation, c'est une seule ville. C'est une ville connectée à l'échelle de la planète où, de Buenos Aires à Sydney, on peut échanger, on peut communiquer de plus en plus facilement par des interactions qui ne sont plus seulement des interactions physiques. V comme vache. La vache est l'un des animaux domestiques les plus anciens. Elle a été domestiquée à partir de l'auroch, son ancêtre sauvage, au Proche-Orient, et elle a été domestiquée aux alentours de 8500 avant Jésus-Christ. Alors la vache est un animal important pour l'homme parce que d'abord elle est source de viande, mais elle est aussi, et ça c'est nouveau par rapport aux animaux sauvages, elle est source de lait. Et donc avec la domestication de la vache, on a accès à un nouveau produit alimentaire qui est le lait. Le premier animal domestique, c'est le chien, le plus ancien compagnon de l'homme qui a été domestiqué il y a 12-15 000 ans. Puis ensuite le chat, qui s'est presque auto-domestiqué avec les débuts de l'agriculture et l'arrivée des souris dans les villages. Et puis ensuite, on retrouve le mouton, la chèvre, le cochon, aux alentours de 8500. Se poser la question de l'intérêt qu'a l'homme à domestiquer, c'est peut-être voir les choses de manière un peu unidirectionnelle du point de vue de l'homme. Mais les animaux qu'on domestique, on les domestique aussi parce qu'ils sont en proximité avec l'homme. Et la domestication, c'est finalement une entrée en familiarité. On n'est pas très loin entre la proximité et la familiarité. Alors après, il y a évidemment une intentionnalité, un renforcement de la relation de la part de l'homme. Mais ce n'est pas nécessairement une décision première de l'homme. C'est peut-être le chat qui a décidé finalement d'être notre animal domestique. www comme web.
X, Y, Z. Comme 0. Un monde sans l'homme. Imaginer un monde sans l'homme, c'est... Pour un ethnologue, c'est très difficile, c'est même impossible, puisque notre travail, c'est d'étudier l'homme. Un monde sans l'homme, eh bien, je pense qu'on y va à grands pas. Un monde sans l'homme, qui prendra le relais? La planète des singes. Ouais, c'est balèze comme question. La planète sans l'homme, ce serait certainement d'autres espèces qui prendraient l'avantage. On peut se faire des grandes peurs, d'ailleurs, de ce point de vue-là. Moi, j'ai très peur des fourmis. De toute façon, il restera toujours des bactéries. Elles étaient là avant nous, elles sont là avec nous, sur nous et dans nous, elles seront là bien après nous. C'est assez difficile à imaginer. Ah, les animaux domestiques sans l'homme, que deviendraient-ils? Eh bien, si l'homme disparaît, le retour aux grands équilibres se fera, puisque toute vie ne disparaîtra pas, à moins qu'il y ait bien sûr un grand cataclysme. Si c'est pas des pandas, des tigres merveilleux ou des gentils dauphins, ça sera peut-être des blattes, ça sera peut-être des cancrelats, des scorpions et des bactéries, mais la biodiversité n'a que faire de nos critères esthétiques. Voilà. La nature n'a pas besoin de l'homme dans l'absolu pour continuer. Par contre, nous, oui. Et c'est peut-être ça qu'on n'a pas compris. Mais l'imaginer serait pour moi un bon exercice d'humilité. Ce serait un monde sans conscience, peut-être? Mais s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire s'il n'y a plus rien pour donner du sens au monde, est-ce qu'on peut encore l'appeler le monde? C'est inimaginable, c'est-à-dire qu'on ne peut en avoir une image. Je vois des collines, des grandes vallées, des troupeaux d'éléphants. Je vois le règne animal triomphant, tu vois. Et une terre sans hommes serait pour moi très, très triste. J'ai très envie d'aller sur la Lune, mais ce qui m'ennuie, c'est que sur la Lune, il n'y a personne. Thank you.